Salut les terriens, bienvenue sur le journal de l'espace où on fait le tour de tout ce qu'il s'est passé pas si loin au-dessus de nos têtes cette semaine. C'est parti, je vous souhaite une très bonne vidéo. Il y a quelques semaines, nous avions évoqué les menaces qui pesaient sur le programme de retour d'échantillons martiens de la NASA, et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ambiance est, un peu tendue. La semaine dernière, plus de 40 membres du Congrès californien ont demandé à la Maison-Blanche d'annuler les coupes financières imposées par la NASA au programme Mars Sample Return. Ils mettent en garde le gouvernement contre des pertes d'emplois et une décennie de science sacrifiée. La lettre du 1er février, adressée à Shalanda Young, directrice du bureau de la gestion et du budget de la Maison-Blanche, marque une escalade suite à une demande antérieure formulée par les mêmes membres du Congrès en novembre à l'administrateur de la NASA Bill Nelson. Ceux-ci exigeaient d'annuler un ralentissement des dépenses dans le programme MSR, simplement basé sur l'incertitude qui règne concernant les crédits alloués à la NASA pour l'exercice 2024. Pour rappel, c'est cette même NASA qui a déclaré que la réduction des dépenses du programme MSR était nécessaire en raison de craintes que le MSR puisse manquer de financement pour 2024 s'il dépensait plus que ce qui était prévu en 2023. Dans la fameuse lettre, les membres du Congrès ont rejeté cet argument et, comme je le disais, cette décision à court terme coûtera des centaines d'emplois ainsi que 10 ans de perdus pour la science. En tout cas, ce ne sont pas des menaces en l'air, les réductions budgétaires ont déjà eu des effets désastreux au Jet Propulsion Laboratory, le principal constructeur du programme Mars Sample Return. Faute de budget, le centre a déjà licencié 100 entreprises extérieures début janvier, dont la plupart étaient directement impliquées dans ce programme. Le JPL s'est justifié en invoquant l'incertitude concernant le budget pour 2024 comme l'une des principales raisons des licenciements et des efforts de réduction des coûts. Très concrètement, le JPL a reçu des instructions de la NASA directement pour ralentir le rythme, c'est ce qu'a déclaré Lori Leshin, la directrice du JPL, dans une interview le 8 janvier dernier. L'heure est donc assez grave, ces licenciements pourraient s'étendre au personnel à temps plein si le financement du MSR se rapprochait davantage du chiffre indiqué dans le projet de loi du Sénat. Au-delà des licenciements, c'est aussi une perte de compétences inestimable. À cette atmosphère anxiogène, il faut ajouter un degré d'incertitude supplémentaire, la réévaluation en cours par l'Agence spatiale de l'architecture globale du MSR. Celle-ci est motivée par un examen indépendant qui a révélé que le planning actuel du MSR est en retard et dépasse le budget. Pour le moment, la NASA n'a divulgué publiquement aucun détail sur d'éventuelles architectures de missions alternatives, et il faut bien comprendre que derrière ces réductions de financement se cache la volonté de privilégier le programme Artemis, qui est en train de devenir la priorité absolue de l'agence spatiale américaine, qui fait face à un programme lunaire chinois de plus en plus concret et agressif. On le sait désormais, la course à la Lune a recommencé et comme les budgets ne sont pas extensibles à l'infini, certains programmes comme Mars Sample Return ou même Dragonfly, le futur drone censé voler sur Titan, la lune de Saturne, en font malheureusement déjà les frais. Le 12 juillet 2022, l'humanité a découvert avec stupeur le cliché le plus précis jamais observé du ciel profond. Le télescope spatial James Webb, le fleuron des instruments astronomiques mis au point par la NASA, en est l'auteur et depuis cette date, il repousse chaque jour les frontières de nos connaissances sur l'univers. Il faut se rendre à l'évidence, ces premières découvertes ne déçoivent pas, bien au contraire, puisqu'elles vont bien au-delà des espérances des scientifiques du monde entier. Aussi perfectionné qu'il soit, il ne faut pas oublier que la conception de James Webb a pris du temps, presque 25 ans depuis les premières études jusqu'au lancement. Il utilise des technologies des années 2000 et depuis, les progrès dans l'optique, les caméras et le traitement des signaux lumineux permettent d'envisager un futur télescope encore plus performant. Et oui, vous avez bien entendu, j'ai bien dit plus performant que James Webb. Ce nouvel engin qui fait de nouveaux révélés scientifiques, c'est le télescope Nancy Grace Roman, du nom de la célèbre astronome décédée en 2018 et unanimement reconnue comme la mère du télescope Hubble. Le lancement de ce télescope de nouvelle génération est prévu pour dans 3 ans. Il observera dans l'infrarouge comme James Webb, mais attention, il n'est pas conçu pour le remplacer. Il sera juste beaucoup plus spécialisé dans un domaine particulier qui nous passionne tous, la recherche de nouvelles exoplanètes habitables. Pour ça, il utilisera comme James Webb un instrument spécial et indispensable que l'on appelle un coronographe. Associé à de nouvelles technologies de pointe, il promet des performances bien supérieures au James Webb, et oui je sais c'est assez incroyable de se dire qu'on peut encore faire mieux,
Le Nancy Grace Roman est conçu et assemblé par le célèbre Jet Propulsion Laboratory en Californie du Sud, et nous allons voir ensemble comment les ingénieurs mettent au point ces systèmes qui sont non seulement à la frontière du savoir-faire humain, mais également uniques en leur genre. Avant tout, il faut comprendre comment fonctionne un coronographe, et vous allez voir que sur le principe c'est finalement assez simple. Cet appareil bloque la lumière d'un objet cosmique brillant, comme par exemple une étoile. C'est d'ailleurs essentiel si on veut observer un objet proche qui autrement serait masqué par l'éblouissement. Pour simplifier, c'est un peu comme le pare-soleil d'une voiture. Il faut bien comprendre que c'est bien la lumière, réfléchie ou émise par une planète, qui transporte des informations sur les produits chimiques présents dans l'atmosphère de la planète, ce qui permet d'envisager oui ou non son habitabilité. Le coronographe est donc un outil essentiel pour affiner la recherche de la vie au-delà de notre système solaire, et c'est là que tout le savoir-faire et les innovations mises en place sur le Nancy Grace Roman vont changer la donne de façon spectaculaire. Alors oui, il existe déjà des coronographes sur les plus puissants télescopes terrestres actuellement en fonctionnement, mais malheureusement ils ne sont pas assez performants pour obtenir des images d'exoplanètes lointaines dont la taille est similaire à celle de notre système solaire. Par contre, grâce au Nancy Grace Roman, nous allons pouvoir observer des planètes similaires à Jupiter en taille et en distance de leur étoile. Ici, on parle de technologies expérimentales d'avant-garde jamais déployées dans l'espace auparavant, comme par exemple des capacités avancées de blocage de la lumière qui sont au moins 10 fois supérieures à celles actuellement disponibles. À l'heure actuelle, on sait que les scientifiques ont bon espoir de pousser encore plus loin les performances pour observer des cibles difficiles qui pourraient donner lieu à d'incroyables découvertes. Mais attention, car même avec le meilleur coronographe du monde, la luminosité d'une planète restera toujours exceptionnellement faible par rapport à son étoile, et il faudra de toute façon un mois complet d'observation pour obtenir une image de bonne qualité exploitable scientifiquement. Sur la Nancy Grace Roman, c'est une toute nouvelle caméra qui sera installée, et elle sera capable de détecter des photons individuels, ce qui la rend infiniment plus sensible que les coronographes précédents, y compris ceux installés sur les instruments de web. Si toutes ces technologies font rêver, elles sont aussi extrêmement difficiles à mettre au point et à fiabiliser, aucun droit à l'erreur n'est permis, ce genre de télescope est placé à 1,5 million de kilomètres sur une orbite très stable et dans un environnement isolé, ainsi qu'électromagnétiquement calme autour d'un point particulier, le fameux point de Lagrange L2. Seulement, là-bas, pas question d'aller réparer quoi que ce soit, alors pour ne rien laisser au hasard, des tests très poussés sont effectués sur tous les systèmes, et vous allez voir que ce n'est pas simple. C'est le cas par exemple des interférences électromagnétiques, les courants électriques qui envoient de l'énergie aux composants du télescope peuvent produire de faibles signaux électriques qui peuvent imiter les particules de lumière reçues par les caméras ultra-sensibles du coronographe. En plus de ça, les signaux du coronographe lui-même peuvent aussi perturber les autres instruments de Roman. Les ingénieurs doivent garantir que ni l'un ni l'autre ne se produira. Pour ça, le télescope a été placé entièrement assemblé dans une chambre spéciale isolée de tout rayonnement électromagnétique extérieur. Il a ensuite été mis en marche à pleine puissance pour mesurer les niveaux de rayonnement émis. Concrètement, l'équipe a utilisé des antennes pour produire des perturbations électriques et des ondes radio similaires à celles générées par le reste du télescope. Ensuite, ils ont mesuré les performances de l'instrument principal pour chercher des imperfections dans les images de la caméra et d'autres réponses indésirables dans les fragiles mécanismes optiques. La bonne nouvelle ici, c'est que tout s'est bien passé, c'est donc un grand ouf de soulagement, car dans le cas contraire, toute l'architecture du télescope serait à revoir. Désormais, les prochaines étapes de l'assemblage du télescope vont pouvoir continuer, avec à la clé l'un des télescopes spatiaux les plus puissants jamais construits par l'humanité, qui promet des découvertes encore plus folles. Si le calendrier est respecté, Nancy Grace Roman sera lancée par une Falcon Heavy de SpaceX pour rejoindre son grand frère James Webb au point de Lagrange L2. À eux deux, il ne fait plus aucun doute que la découverte d'une sœur jumelle de la Terre n'a jamais été aussi accessible. Voilà une belle mission que nous prépare la NASA avec Europa Clipper. Cette nouvelle sonde va peut-être permettre de percer les mystères de la Lune recouverte de glace de Jupiter, Europe, et pour ça, comme tout engin scientifique qui se respecte, il lui faut des instruments. Ce que l'on sait, c'est que tout se déroule pour le mieux, à moins de 9 mois du lancement prévu. L'équipe de la mission a réussi à intégrer ces 9 instruments scientifiques, et cette opération délicate n'est pas une étape anodine. Elle est cruciale dans la préparation de la mission, gérée encore une fois par le fameux Jet Propulsion Laboratory, dont je viens justement de vous parler dans ce journal de l'espace. Le décollage est prévu bientôt, ce sera octobre 2024, depuis le centre spatial Kennedy en Floride. Europa Clipper est conçu pour mener une étude détaillée d'Europe, l'une des lunes les mieux placées pour potentiellement héberger de la vie. Ce n'est que dans 7 ans, en 2030, qu'Europa Clipper pourra enfin se placer en orbite pour effectuer 49 survols d'Europe sur une période de 4 ans.
Grâce aux instruments de mesure embarqués, les scientifiques vont pouvoir approfondir plusieurs aspects d'Europe, comme son noyau, son intérieur rocheux et surtout son océan situé sous une épaisse couche de glace. Un instrument est même prévu pour analyser sa très fine atmosphère. Contrairement à d'autres modèles plus anciens de sondes, Europa Clipper va pouvoir bénéficier d'instruments qui pourront fonctionner ensemble. Il sera alors beaucoup plus facile d'établir des relations de cause à effet pour encore mieux comprendre les mécanismes de certains phénomènes complexes. C'est par exemple le cas des fameux geysers d'eau qui, lorsqu'ils sont observés, pourront immédiatement être mis en relation avec la température de l'eau locale ou d'autres informations comme la salinité ou le rayonnement solaire par exemple. Mais ce n'est bien sûr qu'un cas parmi des milliers d'autres possibilités à étudier. Ces instruments, tous à la pointe de la technologie actuelle, sont surtout conçus pour étudier Europe de l'intérieur. Un magnétomètre installé sur un impressionnant mât déployable va mesurer le champ magnétique autour de la petite lune. C'est un élément essentiel pour comprendre l'océan souterrain. Comme je vous le disais, cet instrument fonctionne conjointement avec un autre. Ici, c'est un analyseur de plasma qui permet de mesurer avec précision les champs magnétiques qui sont déformés par les particules chargées autour d'Europe. Europa Clipper est également équipé de caméras qui captureront des images haute résolution de la surface d'Europe, fournissant ainsi la première carte mondiale de l'astre, et à mon avis on peut se préparer à de somptueuses images. Tous ces clichés, ainsi que les données d'un spectromètre imageur, aideront à identifier la composition de la surface d'Europe, notamment les glaces, les sels et pourquoi pas les molécules organiques. Mais avant tout, ce que veulent comprendre les scientifiques, c'est la coquille de glace d'Europe, dont l'épaisseur est estimée entre 15 et 20 km. Un instrument radar sondera cette fameuse coquille, peut-être pour trouver de l'eau souterraine et prouver la présence d'un immense océan. Une découverte qui révolutionnerait nos connaissances et ferait progresser la science associée à la recherche de vie sur les exoplanètes. Mais revenant sur Terre, avec tous ces instruments à bord, les équipes du JPL ont commencé des tests complets de l'engin. Lorsqu'ils seront terminés, Europa Clipper sera finalement transporté au Kennedy Space Center, où il sera lancé à bord d'une puissante fusée Falcon Heavy de SpaceX. Elle rejoindra la sonde européenne JUICE partie en avril 2023, qui sera d'ailleurs également une très belle mission chargée d'étudier non seulement Europe, mais aussi les autres lunes glacées de Jupiter comme Ganymède et Callisto. Intuitive Machines a annoncé qu'elle visait un lancement de son atterrisseur IM-1 dans une fenêtre de plusieurs jours qui s'ouvre le 14 février. Le décollage en direction de la Lune se fera à bord de la Falcon 9 de SpaceX. La dernière étape de ce lancement était un test de ravitaillement qui a eu lieu le 7 février dernier. C'est en fait très important pour IM-1 puisque l'atterrisseur doit être chargé d'oxygène liquide et de méthane au dernier moment lorsqu'il se trouvera sur le pas de tir peu de temps avant le lancement. D'ailleurs, cette procédure a nécessité des modifications des infrastructures du pas de tir, raison principale pour laquelle le lancement a été retardé. L'atterrisseur de 675 kg, finalement baptisé Odysseus par la société, transporte 6 charges utiles pour la NASA dans le cadre du contrat CLPS pour Commercial Lunar Payload Services. Il y a également 6 charges utiles commerciales allant de la société de vêtements de sport Columbia à l'artiste Jeff Koons, bien connu pour ses sculptures modernes. Les charges utiles commerciales comprennent également Eagle Cam, une caméra développée par des étudiants d'une université américaine. C'est elle qui s'éjectera de l'atterrisseur lors de sa descente finale vers la surface pour tenter de photographier l'atterrissage. Si ça fonctionne correctement, l'effet waouh sera garanti, j'ai vraiment hâte de voir les clichés. Bon, si IM-1 réussit à se poser, ce sera la première mission privée à atterrir en douceur sur la Lune, et c'est ici un vrai défi après 3 précédentes tentatives infructueuses par d'autres entreprises. Il faut se rappeler bien évidemment de l'atterrisseur Bereshit de la société israélienne Space Hill qui s'est écrasé lors de sa descente vers la surface lunaire en 2019, l'atterrisseur Akuto RM1 de la société japonaise iSpace qui lui aussi s'est écrasé alors qu'il tentait d'atterrir en avril 2023, et plus récemment encore c'est l'atterrisseur lunaire Peregrine d'Astrobotic qui a subi une fuite dans son système de propulsion quelques heures après son lancement le 8 janvier dernier, lui empêchant tout simplement d'accomplir sa mission jusque la Lune. On souhaite donc bonne chance à Intuitive Machines. Et voilà pour l'actualité spatiale de cette semaine. Pensez comme d'habitude au pouce de YouTube, ça c'est pareil pour chacune de nos vidéos. Et j'en profite aujourd'hui pour faire un remerciement spécial à tous les tipeurs du Journal de l'Espace. Merci à vous de rendre tout ça possible. Allez, je vous souhaite un bon week-end, prenez soin de vous, salut les terriens.